Alors, ce n'est pas juste un match de football, hein. Ah non, loin de là. C'est le prochain chapitre d'une saga. Une saga qui dure depuis 40 ans maintenant. Demain à Tanger. Pour une place en finale de la CAN. Exactement. Sénégal contre Égypte. On a devant nous une pile d'articles, des analyses tactiques, les dernières confs de presse. Et le but, c'est vraiment de décortiquer cette rivalité, pour comprendre pourquoi ce match, c'est un enjeu presque existentiel pour les deux nations. C'est ça. Il y a des duels partout, Mané contre Salah bien sûr, mais aussi sur les bancs de touche. Et surtout, il y a le poids de l'histoire. Une histoire très, très lourde. C'est une confrontation qui a complètement dépassé le sport. Chaque match a laissé des cicatrices ou alors des souvenirs de gloire. Oui. Et ce qui rend celui-ci si électrique, c'est que du côté égyptien, on ne parle même pas de match. On parle de revanche. La revanche de 2022. Le double traumatisme de 2022. Perdre la finale de la CAN au tir au but et quelques semaines plus tard, perdre la qualif pour la Coupe du Monde. De la même manière. Ça a été vécu comme une humiliation nationale. Ah, j'imagine. Pour eux, demain, c'est une question d'honneur. Et pour bien saisir cette charge émotionnelle, il faut vraiment remonter le temps. On a l'impression que chaque génération a eu son Sénégal-Égypte. C'est tout à fait ça. Ça commence au Caire, en 1986. Le Sénégal fait son grand retour en CAN après 18 ans d'absence. Et là, ils vont battre l'Égypte chez elle. Un exploit monumental. C'est l'acte fondateur de la rivalité moderne. C'est le moment où le Sénégal dit « on est là, il faut compter avec nous ». Oui. Mais ce qui est cruel et qui donne un peu le ton pour les décennies à venir, c'est que malgré cet exploit, ce sont les pharaons qui soulèvent le trophée à la fin. C'est un peu le résumé de leur relation à l'époque. Exactement. Le Sénégal peut gagner une bataille, mais l'Égypte gagne souvent la guerre. Enfin, c'était le cas jusqu'à très récemment. C'est ça. Et après les années 2000, c'est une escalade. Une sorte de guerre de tranchées où chacun rend coup pour coup. Complètement. Prends la CAN 2000 par exemple. L'Égypte gagne 1-0. Et c'est anecdotique, mais en même temps tellement symbolique. Le buteur ce jour-là, c'est Osama Hassan. Le même Osama Hassan qui sera sur le banc égyptien demain. Le même. L'histoire a des clins d'œil assez incroyables. 2 ans plus tard, en 2002, le Sénégal prend sa revanche. Victoire 1-0, c'est le match qui lance leur fameuse génération dorée. L'épopée en Coupe du Monde. Voilà, la balance penche d'un côté, puis de l'autre. Jusqu'au point de rupture de 2006. Ce match-là. Cette demi-finale encore en Égypte. Ah, ça. C'est peut-être la blessure la plus profonde pour le Sénégal. Une défaite 2-1, mais surtout, cette décision arbitrale. La faute non sifflée sur Diomansy Kamara, tout le monde s'en souvient. C'est pas juste une erreur. C'est un de ces moments qui forgent la psychologie d'une rivalité. Ça installe un sentiment d'injustice qui dure des années. Et ce sentiment d'injustice, il a infusé, jusqu'à ce que tout bascule en 2022. L'année de la grande inversion. Totalement. Le Sénégal n'est plus le pouli-d'or de l'Afrique, il devient le roi. D'abord, la finale de la CAN à Yaoundé. Le premier titre. Le premier titre continental, gagné au tir au but. Contre l'Égypte. Psychologiquement, c'est énorme. Ils ont exorcisé tous les démons du passé en un seul soir. Et comme si le destin s'acharnait, quelques semaines plus tard, embarrage pour le mondial. Même adversaire. Le scénario est presque identique. Tir au but, victoire du Sénégal. Pour l'Égypte, c'est plus une défaite, c'est un cauchemar qui se répète. Ça a totalement rebattu les cartes. Avant 2022, le Sénégal avait peut-être un complexe face à l'Égypte, la nation aux 7 CAN. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est champion en titre et qui les a privés de Coupe du Monde. L'ascendant psychologique a changé de camp. C'est intéressant que tu parles d'ascendant, parce qu'il y a cette autre anecdote incroyable qui date de la qualification pour le Mondial 2002. Ah oui. Le Sénégal joue sa qualif à distance. Ils doivent gagner en Namibie et en même temps espérer que l'Égypte ne gagne pas en Algérie. Les Lions s'imposent 5-0. Ah, avec un doublé d'un certain Pape Thiaw. Encore un clin d'œil de l'histoire, hein. L'actuel sélectionneur... Et ce qui est fou, c'est la façon dont ils apprennent leur qualification. Il n'y a pas d'écran géant, pas de direct. Toute la délégation est massée autour d'un seul téléphone portable qui grésille. J'imagine la scène. La connexion coupe, ça revient, la tension est insoutenable. Et puis la nouvelle tombe, 1-1 entre l'Algérie et l'Égypte. L'Égypte est éliminée. Et le Sénégal est qualifié pour sa première Coupe du Monde. Les articles de l'époque disent que la liesse dans les rues de Dakar, ce jour-là, était encore plus folle que lors de la première alternance politique de 2000. Ça montre bien à quel point ça dépasse le foot. Carrément. Et tout ça, toute cette histoire, ces cicatrices, ces triomphes, ça va forcément peser sur le match de demain.
Et notamment sur le duel des deux icônes, Mané et Salah. C'est le cœur du recteur, Sadio Mané, Mohamed Salah, 33 ans tous les deux, anciens coéquipiers à Liverpool. Et c'est peut-être leur dernière grande bataille en sélection? Probablement. C'est un duel de légende. Et sur le terrain, Mané a pris l'avantage. C'est vrai. 3 confrontations directes, 2 victoires pour lui, 1 pour Salah. Mais surtout, Mané n'a jamais perdu un match à élimination directe contre lui. Il a gagné les 2 batailles les plus importantes. Et ça, dans la tête, ça compte. Et il n'y a pas que le terrain. On sent cette compétition à distance pour le statut de meilleur joueur africain de leur génération. Salah avait gagné le Ballon d'Or africain à Dakar, sous les yeux de Mané. Oui, je m'en souviens. Et l'année d'après, Mané le gagne en Égypte. Mais Salah n'était pas venu à la cérémonie. Ce sont des petits détails qui en disent long. Thermomètre de son équipe. C'est exactement ça. Si Salah est en feu, l'Égypte est quasiment injouable. Leur duel, c'est vraiment le clou du spectacle. Et en parlant de duel, celui sur les bancs de touche est tout aussi passionnant. D'ailleurs, c'est un point marquant de cette CAN. Pour la première fois, les 4 demi-finalistes sont coachés par des techniciens africains. C'est un tournant, ça, non? C'est un message très fort. C'est la validation de la compétence locale. Et ce Sénégal-Égypte en est le parfait exemple. D'un côté, Pape Bouna Diaw, lui, il incarne la continuité. Il était dans le staff d'Aliou Cissé, champion en 2021. Voilà. Il connaît le groupe par cœur, il a grandi avec. Son discours, c'est la patience, la maturité. Il n'est pas dans la révolution, il est dans l'optimisation. Et en face, on a une philosophie radicalement différente avec Osama San. Le retour de la légende, le héros national. Triple vainqueur de la CAN comme joueur, il arrive avec une aura, une légitimité immense. Qu'est-ce que ça change pour l'Égypte, Pabé? Ça change tout. Il a ramené une identité de jeu plus directe, plus verticale, plus rapide. Il veut que son équipe arrête de subir. Et puis, il incarne l'expérience des grands rendez-vous. Il sait ce que c'est de jouer ces matchs-là. Il les a gagnés. On a donc un choc de philosophie. Un choc entre la continuité et la rupture, le retour aux sources. Alors, toute cette histoire, tous ces duels, comment ça va se traduire tactiquement sur la pelouse de Tanger? Concrètement, on doit s'attendre à quoi? On va assister à une opposition de style très très marqué. Le Sénégal, c'est une machine à dominer. Ils pressent haut, ils étouffent l'adversaire, ils se créent un nombre d'occasions colossales. Les statistiques d'expected goals sont énormes. Très élevées. Plus de 7 sur le tournoi. Le problème, c'est qu'ils ne concrétisent pas assez. Contre le Mali en quart, ils dominent de la tête et des épaules, mais Ils ne gagnent que 1-0. voilà, ils peinent à tuer les matchs. Et cette incapacité à capitaliser sur leur domination, c'est presque un fantôme qui les poursuit, non? C'est une excellente remarque. C'est une fragilité récurrente. Et face à eux, ils vont trouver l'équipe la plus clinique du continent. L'Égypte. L'Égypte, c'est l'antithèse. Contre la Côte d'Ivoire, ils gagnent 3-2. Les chiffres sont éloquents. 4 tirs cadrés, 3 buts. Efficacité maximale. Ils n'ont pas besoin de 15 occasions. Donnez-leur une seule erreur, une seule perte de balle dans une mauvaise zone, et ils vous punissent, directement. Donc le pressing sénégalais, qui est leur plus grande force. Pourrait aussi devenir leur plus grande faiblesse. C'est exactement ça. Quand on parle du pressing du Sénégal, on pense à Pape Gueye au milieu. C'est le moteur. Oui. Mais chaque fois qu'il sort pressé haut, il laisse un espace dans son dos. Et cet espace, c'est le jardin de Mohamed Salah. Donc le plan égyptien est clair. Attendre, absorber et lancer une contre-attaque fulgurante dans cet espace. Et si le Sénégal n'arrive pas à marquer dans le jeu, il y a un autre domaine où les Égyptiens sont redoutables. Les coups de pied arrêtés. C'est une de leurs armes maîtresses. Ils ont des joueurs très forts dans le jeu aérien, sur corner, sur coup franc. Pour le Sénégal, la moindre faute à moins de 30 mètres du but, c'est un danger de mort. La discipline sera cruciale. Et c'est là qu'intervient le vrai casse-tête pour le coach sénégalais, les cartons jaunes. Le gros problème. 7 joueurs majeurs, et pas des moindres, hein, le capitaine Koulibaly, Pape Gueye, Nicolas Jackson. Tous sous la menace d'une suspension pour la finale. Comment jouer un match aussi intense avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est une pression psychologique immense. Et la réponse de Pape Thiaw en conf de presse a été très claire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le cite. « Les joueurs avec carton ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Derrière, il y a du monde. » C'est une posture de leader, ça. Mais c'est aussi un pari extrêmement risqué. Il choisit de ne pas les brider, de ne pas les faire jouer avec le frein à main. C'est un vrai pari. Il veut préserver l'intensité, l'agressivité de son équipe, mais face à une Égypte réputée pour son intelligence, sa capacité à provoquer des fautes, c'est un risque énorme. Les Égyptiens vont chercher à les pousser à la faute, c'est sûr. Évidemment.
La gestion de cette agressivité sera la clé du match. Et tout ça se déroule à Tanger. La météo s'annonce fraîche, 11-13 degrés. Ça peut paraître anodin, mais est-ce que ça peut influencer le style de jeu? Un temps plus frais, ça favorise un jeu avec un rythme élevé, un pressing intense. Donc sur le papier, ça avantage le Sénégal. Mais ça exige aussi une concentration parfaite parce que le ballon fuse plus vite. Chaque détail va compter. On se retrouve donc avec une confrontation totale. Le poids de l'histoire contre la domination récente. La puissance collective du Sénégal face au pragmatisme de l'Égypte. Le génie de Mané face à l'éclair de Salah. Et par-dessus tout, ce jeu d'échecs psychologique autour des cartons jaunes qui pourrait tout faire basculer. C'est bien plus qu'un ticket pour la finale à Rabat. Cette demi-finale, c'est un match pour la suprématie sur le continent. C'est le champion en titre contre l'empire historique qui veut reprendre son trône. C'est un choc des titans. Et tu sais, en t'écoutant, une pensée me vient. Les sources le soulignent. C'est la première fois que les 4 demi-finalistes sont dirigés par des techniciens locaux. Au-delà de savoir qui gagnera demain, cette affiche entre 2 projets nationaux menés par des hommes qui incarnent leur propre histoire, est-ce que ce n'est pas déjà, en soi, une immense victoire pour le football africain? C'est une très bonne question. Peut-être le signe qu'une nouvelle ère d'indépendance tactique et stratégique est en train de s'installer durablement. Sénégal contre Égypte. Honnêtement, il y a des affiches comme ça qui sont bien plus qu'un simple match de foot. C'est d'un véritable événement pour tout le continent. On parle d'une rivalité qui est, elle est chargée d'histoire, d'émotion. Elle est vraiment gravée dans la légende du football africain. Alors, imaginez la scène. On est à Tanger, au grand stade Ibn Battuta. C'est la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Les Lions de la Teranga face aux Pharaons. Et là, l'enjeu est simple. Une place en finale. Rien que ça. Mais justement, ce match-là, il est différent. C'est pas juste une demi-finale de plus. Non, c'est l'aboutissement d'une histoire récente, une véritable saga. On va parler de revanche, de duel entre légendes, de tactique, bref, de tout ce qui a changé l'équilibre des forces en Afrique ces dernières années. Alors allons-y, on va décortiquer ensemble ce qui rend ce choc si spécial. Pour vraiment saisir toute l'attention autour de ce match, il faut faire un petit retour en arrière. Pas très loin, juste en 2022. Une année absolument incroyable pour le Sénégal, mais qui a laissé un goût extrêmement amer à l'Égypte. Du coup, pour les Pharaons, cette demi, elle a un seul nom, rédemption. Parce qu'en 2022, il y a eu un premier coup de tonnerre. C'était le 6 février, en finale de la CAN. Le Sénégal bat l'Égypte et remporte son tout premier titre. Un moment historique, un vrai tournant pour les Lions. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard à peine, deuxième acte. Barrage pour la Coupe du Monde 2022. Et là, rebelote. Le même scénario. Le Sénégal élimine l'Égypte et file au Qatar. Les Pharaons, eux, restent sur le carreau. Encore une fois. Et ce qui fait vraiment, vraiment mal côté égyptien, c'est la manière. C'est pas juste 2 défaites, non. C'est 2 défaites au tir au but. 2 fois, le destin s'est joué à rien. Et 2 fois, c'est Sadio Mané qui a marqué le tir au but de la victoire. Vous imaginez? 2 défaites crève-cœur comme ça, forcément, ça a créé une envie de revanche immense. Et au milieu de toute cette histoire, il y a le duel dans le duel. Celui de 2 géants, 2 légendes, des anciens coéquipiers à Liverpool, qui ont tout simplement marqué de leur empreinte la dernière décennie du foot africain. Quand on regarde leur face-à-face en sélection, c'est un peu le résumé de la rivalité récente. C'est Mana qui mène, avec ses 2 victoires capitales en 2022, et là, à 33 ans tous les deux, on se dit que cette demi-finale, ça pourrait bien être leur dernier grand combat au sommet. Leur dernière danse, comme on dit, pour leur pays. Et c'est un point vraiment important. De la même manière que le monde entier a vibré pour Messi contre Ronaldo, eh bien le foot africain, lui, se souviendra pour toujours de l'opposition Mané-Salah. C'est ça qui a défini une époque. C'est ça qui a donné une autre dimension à cette rivalité. Mais attention, la bataille, elle ne se passe pas que sur le terrain. Sur le banc aussi, il y a un truc super intéressant qui se passe. Ce match, il est le symbole d'une tendance de fond, la montée en puissance des coachs locaux. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. D'un côté, on a Pape Thiaw pour le Sénégal. Lui, il est dans la continuité. Il était déjà dans le staff en 2022, il connaît la maison. Il prône le calme, la patience. Et de l'autre, la légende Osama Hassan pour l'Égypte. Triple vainqueur de la CAN en tant que joueur, excusez du peu. Lui, il amène cette culture de la gagne, un jeu peut-être plus direct. Et ce face-à-face, il s'inscrit dans un moment historique. Pour la toute première fois, les 4 équipes en demi-finale sont coachées par des techniciens africains. En quart, ils étaient déjà 6 sur 8. C'est juste la preuve éclatante de la compétence des entraîneurs du continent au plus haut niveau. C'est une vraie fierté. Bon, revenons un peu au terrain.
Parce qu'au-delà de l'histoire des hommes, ce match, ça va être une guerre des nerfs. La tactique, la gestion de la pression, la discipline, voilà ce qui fera la différence. Et le premier gros problème, il est pour le Sénégal. Regardez-moi ça. 7 joueurs, et pas des moindres, dont le capitaine Kalidou Koulibaly, sont à un carton jaune de rater la finale. C'est un énorme poids psychologique. Comment tu joues un match pareil avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Mais la réponse du coach, Pape Thiaw, elle a été super claire en conférence de presse. Il a dit « pas de calcul ». En gros, ils ne vont pas y penser, ils vont jouer à fond. Et s'il y a des suspendus, derrière, on a ce qu'il faut. C'est un message très fort pour essayer de libérer ces joueurs de cette pression. D'un point de vue tactique, on devrait assister à une opposition de style assez classique entre les deux. D'un côté, le Sénégal, avec sa puissance physique, son pressing, sa volonté de dominer le jeu. Et de l'autre, l'Égypte, avec son bloc bas ultra discipliné, qui adore laisser venir pour mieux contrer. C'est la force collective des Lions contre le réalisme chirurgical des Pharaons. Finalement, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ce match, c'est juste le nouveau chapitre d'une saga qui dure depuis presque 40 ans. Chaque match a laissé une cicatrice, chaque match a écrit un bout de la légende. Tout a commencé en 86, avec une victoire du Sénégal au Caire, un exploit à l'époque. Après, il y a eu cette fameuse demi-finale de 2006, très controversée, gagnée par l'Égypte chez elle. Et bien sûr, le point d'orgue de 2022, où le Sénégal a pris une revanche éclatante en gagnant la CAN. Chaque génération a eu son match, son drame, son héros. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui nous attend cette fois? Est-ce que ce sera l'heure de la rédemption pour les pharaons, qui vont enfin laver l'affront de 2022? Ou alors est-ce que les Lions de la Teranga vont confirmer leur nouveau statut de patron du foot africain? Le verdict, ce sera à Tanger.